Voilà, donc je suis presque à la fin. Et je voulais simplement vous dire qu'on en est là, on en est au niveau d'une recherche qui est une recherche neuroscience, des états de transe cognitifs, et que maintenant, ces choses-là s'accompagnent en ce moment. Dans quelques jours, des signatures officielles seront là pour vous dire qu'on a créé un institut de recherche qui s'appelle Front Science Research, et qui a pour objet de faire de la science sur ces objets-là, avec tous les outils que l'on peut, aussi bien les outils de neurosciences que aussi bien tous ceux qui relèvent des applications. Merci beaucoup. Merci beaucoup vraiment pour cette communication, c'était vraiment super et très très complémentaire. Oui, Bonjour, merci pour votre présentation. J'avais une question pour Madame Sombrin. Qu'est-ce qui vous a fait accepter de vous former à devenir chaman ou à être chaman? Enfin, qu'est-ce qui vous a fait accepter? Et puis j'avais une petite deuxième question qui était un peu plus technique. Quand vous induisez la transe avec les cris d'animaux, comment les gens sortent de transe en fait? Quel est le processus pour sortir de la transe? Il y a un bouton marche arrêt. Ça rend pas intelligent. Ça fait pas des miracles. Bon, alors, ce qui m'a motivé à... Donc, être chaman, je m'en foutais, puisque je le fais toujours pas, je fais pas de consultation, ça m'intéresse pas pour l'instant, je préfère faire ça. Et mettre les autres en transe, comme ça, j'ai rien à faire. Voilà. Ça, c'est la flemmardise naturelle. Et bien, donc, la trouille au départ, la trouille, parce que le chaman vous dit, si tu fais pas ça... Donc, on a beau ne pas y croire quand même, parce que ma vie avait été avant juste un calvaire. Avec la perte de la personne avec qui je partageais ma vie, avec un cancer, des années de galère et tout ça, voilà. Donc, il m'a dit, ben ça c'est rien à côté de l'enfer que va devenir ta vie ensuite. Bon, mourir à la limite, c'est pas très grave, quoi. Hein, voilà. Et puis, ce qui m'a vraiment décidé, c'est qu'il m'a dit, tu sais, les chamans peuvent communiquer avec les esprits des morts, tout ça. Alors je crois que ça a été fatal. Je me suis dit, ah oui, là je veux faire ça, moi. Voilà, parce que je voulais communiquer avec l'autre, j'avais promis qu'on se retrouverait, j'avais promis tout ça. Et voilà, donc la vraie décision, elle vient de là. Voilà. Ah oui, la deuxième question, c'était, j'ai oublié. Ah oui, comment on sort de la transe? Eh bien, on fait tous ces gestes, tous ces trucs, et à un moment ça s'arrête. Voilà. Alors, avec la pratique du tambour, à la fin de la transe, vous verrez dans le rituel, le chaman tombe. Moi, au début, je tombais vraiment. C'est-à-dire, c'est comme si on tombe dans les pommes, mais on est quand même conscient, mais on est toujours un animal. Alors, eux vous disent, c'est le moment où la chose qui t'a possédé s'en va. Et comme ton âme est partie, il faut qu'elle revienne. Hein. Donc, ça prend 10 minutes à peu près. Voilà. Donc, cette interprétation des choses est juste dans la mesure où on a vérifié après avec les recherches que pour que le cerveau revienne à un état habituel, à son état habituel, il faut à peu près 10 minutes quand on n'est pas entraîné. Hein. Donc au début, ça me faisait ça. Puis plus je me suis entraînée, effectivement, et plus le retour à mon état de conscience ordinaire se fait instantanément, comme l'induction de la transe se fait instantanément, et le retour se fait instantanément. Mais comme c'est un processus qui est engagé, la transe, ben c'est bien de le laisser aller jusqu'au bout. Et à un moment, vous avez les bras qui tombent, il ne se passe plus rien, voilà, donc c'est fini. Merci. J'ai une petite question. Alors en fait, il y a deux questions en une, hein, mais bon, vous pouvez répondre tous les deux. Première partie de la question, la partie sérieuse. Vous nous dites que du coup, la transe chamanique n'est pas une pathologie. Il y avait des similarités en imagerie entre les pathologies reconnues et cet état de transe. Quelles étaient les différences ou qu'est-ce qui vous a permis de dire que ce n'est pas une pathologie? Et la deuxième partie qui est moins sérieuse, un peu plus provoque, mais du coup, qu'est-ce qui pourrait nous permettre de dire que les pathologies ne sont pas des états de transe?
Et ce sont des états altérés de conscience, donc forcément, hein, on est tout à fait d'accord. La difficulté, c'est de savoir dans l'état modifié de conscience, qui est d'ordre pathologique, parce que quelqu'un qui est schizophrène et qui a l'impression qu'on va l'attaquer, qui souffre de ça, c'est vraiment très traumatisant pour la personne. C'est pathologique dans la mesure où elle ne sait pas en sortir. Voilà. Et donc on fait une petite différence comme ça, c'est-à-dire que la personne qui va faire une transe, elle aura peut-être les mêmes informations que quelqu'un qui est schizophrène, mais elle saura en servir. C'est vrai que c'est difficile de faire la part des choses entre le côté pathologique et le côté informatif qu'on peut avoir dans ces états-là. Il avait noté aussi en disant que la transe chamanique, la transe cognitive, elle est de déclenchement volontaire. Et de retour volontaire aussi. Oui, alors en fait, dans le schéma que j'ai proposé, les conclusions où il y a la transe est volontaire, elle n'est pas pathologique, etc., c'est les conclusions de l'étude de la transe de Corinne. Elle n'avait pas l'air d'être pathologique, elle n'avait pas l'air, etc. Bon. Maintenant, dans le schéma que moi je propose, et que j'appelle donc les états de conscience à double résonance, en fait, on peut avoir tous les types d'effets, c'est-à-dire, même si c'est une conscience amplifiée, puisqu'il y a un deuxième secteur qui prend la main, etc., on va faire comme les banquiers. Hein. Les banquiers parlent d'intérêt négatif de temps en temps. Hein. Voilà. Donc, dans l'induction, bien sûr, il n'y a pas que des inductions qui sont positives, et il peut y avoir des inductions qui sont pathologiques. Mais par contre, le schéma, lui, il reste entier. Mais effectivement, il décrit des choses dont il faudra préciser les caractéristiques pour dire cet état-là n'est pas pathologique et celui-ci il est franchement pathologique. Voilà, c'est tout. Il n'y avait pas d'autre objectif que d'avoir un schéma global qui permet ensuite de reclassifier tous les phénomènes. Merci beaucoup. Mais ça prête à confusion parce que par exemple, on a commencé avec Patrick Lemoine. Ah, c'est lui. On a commencé avec Patrick Lemoine à faire un travail avec Patrick, il est psychiatre, à faire un travail avec des patientes à lui qui souffrent de crises de dissociation, donc pathologiques, c'est-à-dire que ça leur arrive, elles partent en crise n'importe où, n'importe quand, donc c'est un handicap. Mais on a remarqué que dans ces crises de dissociation, il y a des choses qui ressemblent à la transe. Hein, voilà. C'est pour ça que ça prête à confusion. Que font les psychiatres face à ça? Alors c'est pathologique ou pas pathologique? Parce que ça ressemble. Voilà. C'est vrai, la seule différence, c'est qu'il y en a un qui revient, l'autre qui ne revient pas, voilà, qui le contrôle pas. Mais donc on a remarqué dans la description de ces crises de dissociation, Patrick Lemoine avait remarqué qu'il y a des choses que je pouvais dire de la transe et qu'elle vivait aussi. Voilà. Merci de cette belle présentation. Et j'ai un sentiment un peu paradoxal en vous écoutant. Il y a bien évidemment cette joie, parce que vous essayez de créer des modèles matérialistes, je dirais, des modèles liés au cerveau, comme si vous êtes sûr à 100% que le cerveau est lié à la conscience. Et par contre, le point de départ, votre point de départ, c'est quand même vous confronter avec des espaces dialogiques, avec des intentionnalités, pour moins claires pour vous, des espaces même poétiques, même artistiques, quand nous écoutons. Et qu'est-ce qu'on fait de tout ça? La question de l'identité narrative, qu'est-ce qui se passe chez le patient, de la phénoménologie de l'expérience, au-delà simplement d'une modélisation cérébrale. Est-ce qu'il y a un risque, justement, comme disait Tobin Nathan, d'aller vers la direction des blancs, en anglais, je termine, et oublier un peu tout l'aspect aussi de ce que j'ai pas vu, de récit, de discours de patient, de modélisation du processus, notamment narratif, sur lequel je travaille pas mal. Est-ce que peut-être dans votre suite de travaux, il y a aussi cet aspect que vous voulez développer pour équilibrer, si vous voulez, le monde des esprits avec le monde des esprits plus occidental, qui est quand même hyper souvent réductionniste, c'est pas votre cas probablement, mais le risque est qu'on va vers une occidentalisation de la transe, en oubliant justement l'intentionnalité qui a fondé la matrice même, cet état que vous avez travaillé, en particulier, madame. Je suis complètement d'accord avec ces observations. C'est un risque. Hein. C'est un risque que l'on encourt
dans toutes les méthodes d'observation que moi je pratique, qui sont les méthodes de science dure, dans lesquelles, qu'est-ce qu'on utilise pour pouvoir faire des analyses de ce type? La conscience analytique. On commence par isoler des phénomènes, et on dit ces phénomènes, on va essayer de les recorréler, etc. Simplement, probablement dans l'endroit où j'ai mis une emphase faible, et ça justifie pleinement cette observation, c'est qu'aucune de ces observations de type science dure ne peut avoir de légitimité sans une corrélation avec ce qui est le soi et la narrative. La partie narrative. Oui, on a un problème d'alternance. C'est très bien, c'est pour respecter la parole de l'autre. Et par conséquent, en fait, si j'ai mis évidemment l'aspect en phase arrière, vous comprenez qu'après avoir entendu toutes vos présentations, vous êtes sensible à cet aspect-là. Il fallait que moi je fasse le travail un peu contraire, c'était de mettre l'emphase sur l'autre aspect qui est complémentaire, mais les deux sont indispensables. Il n'est pas possible de faire en pensant qu'on va déduire uniquement de méthodes d'imagerie et de connectivité ce qui se passe dans le cerveau des gens. Il faut qu'ils en parlent, ou qu'ils agissent. Oui, l'expérience reste elle-même très politique, de toute façon, parce que ce à quoi on est connecté pendant l'expérience de transe, c'est la même chose que ce que vivent les chamans. Je veux dire, on est connecté à des entités, on est connecté, ou pas, en fait, ça dépend de chacun, on est connecté à des tas de choses qu'on voit, qu'on vit, et dont on peut parler quand on en revient, parce qu'on a la mémoire de ce qui se passe. Pas du tout, forcément, puis ceux dont on se souvient. Et donc, ce côté narratif, dans le travail qu'on a fait avec cette psychologue à Berkeley, le patient raconte tout ce qu'il a vu, et c'est très intéressant pour le psychologue, parce qu'il accède à des informations auxquelles il n'a pas accès, ou peu accès dans un état de conscience ordinaire. Du coup, cette matière qui est prise et qui est écoutée, et cette narration, elle est très très importante pour le thérapeute, du coup, qui en prend conscience. Je veux aussi vous remercier pour votre présentation et pour la connaissance que vous nous partagez sur ce sujet tellement important du chamanisme. J'ai deux remarques ou questions, selon comment vous les prendrez. D'une part, sur le terme de transcognitif, je ne vois pas très bien ce que le mot cognitif vient faire là-dedans, puisque c'est relié à ma deuxième remarque, qui est que vous avez utilisé une fois le terme de possession, mais moi, ce qui me vient vraiment, je suis thérapeute depuis 25 ans avec l'hypnose ericksonienne, j'ai invoqué tout à l'heure l'esprit de Milton Erickson, je ne sais pas si j'ai pu le faire venir ou non, mais en tout cas, vous introduisez d'un point de vue clinique la question de la transe de possession. Et c'est très intéressant en thérapeutique, c'est-à-dire que Erickson ne faisait pas cela, mais c'est peut-être quelque chose que nous avons à développer. Si on considère cette salle comme remplie d'esprits, potentiellement utiles, et donc de faire venir des esprits pour aider nos patients, pour se faire habiter par des esprits qui peuvent nous aider. Enfin, pour moi, c'est très concret. J'ai eu, et je ne suis pas loin de la Vendée, il y a beaucoup de phénomènes de sorcellerie qui affectent mes patients. Et donc, la notion de transe de possession, je trouve que vous ouvrez une voie plutôt, peut-être à des choses cognitives, je ne refuse pas le terme de cognitif, il y a un aspect cognitif bien sûr dans ce qui se passe, mais surtout sur est-ce que c'est pas le moment de nous intéresser vraiment à la possession et dans un but d'être utile à nos patients, puisque moi je suis clinicien et je dirais, je suis très tenté de me poser avec vous la question de l'utilité. C'est pas très politiquement correct encore pour l'instant de dire que on se fait posséder par des esprits pour aider nos patients, mais vous semblez nous montrer qu'il faut qu'on s'y mette. Mais en fait, toutes les trans ne sont pas des trans de possession qu'on vit pendant la voilà. C'est pour ça qu'on a mis un terme générique pour le séparer de tout ce qui est chamanique, puisqu'on ne l'utilise pas de cette façon. Voilà. Mais la transe de possession fait partie de toutes les transes qu'on peut vivre dans ces états-là, mais elles ne sont pas toutes des transes de possession. Oui, mais en même temps, vous vous inscrivez dans la recherche sur la transe, et donc avec vos études, et donc
aussi vous vous insérez dans toute une histoire occidentale par rapport à la transe, par rapport aussi à l'exorcisme, par rapport à des questions comme ça. Et donc c'est vrai que ce terme de transcognitive, je trouve ça dommage, parce qu'il y a déjà plein de choses qui se posent pour nous depuis au moins 2 siècles, et vous venez en étant très susceptible de beaucoup contribuer à aussi réutiliser des choses de nos racines qui sont depuis quelque temps plus tellement politiquement correctes, mais qui pourraient le redevenir. À utiliser cognitif. D'une part parce que c'est un mode cognitif qui est étendu. Pas une simple résonance, mais double résonance. Donc ce sont des modes cognitifs. On utilise des circuits subconscients pour pouvoir faire cette extension cognitive. Et cette extension cognitive a de nombreux aspects. Là-dedans, effectivement, quand on est dans des effets de transcognitive, on sait très bien, Corinne l'a mentionné pour elle-même, avec une possession animale. Moi, j'ai eu des trans de possession d'un autre type, etc., et qui m'ont beaucoup aidé, donc qui ont contribué. Et par conséquent, il y a des transmédiumniques également sont un mythe. En fait, donc, dans ce phénomène de transcognitive se retrouvent d'un seul coup je ne sais combien de phénomènes de trans et on ne les a pas encore tous explorés, c'est loin s'en faut. Donc la cognition, en l'occurrence, vise un aspect plus général de la cognition et pas celui de la cognition analytique due aux états de conscience focalisés. Enfin, focalisé, c'est pas le terme que vous avez utilisé, focalisé. Je ne sais plus qui, à un moment, avec un autre sens, donc je ne peux pas utiliser 2 fois avec des sens différents. Mais la conscience analytique, voilà. Donc c'est ça qui est dans le cognitif et c'est pas une version neuroscience dure. C'est ça que je voulais juste dire. Je me permets, merci beaucoup pour cette présentation formidable. Je voulais juste appuyer sur ce que vous disiez, puisque moi je suis plutôt jungien. Et Jung a une expression, il dit, si vous connaissez l'invisible du monde, vous connaissez la moitié du monde. Si vous connaissez le monde objectif, vous connaissez que la moitié du monde. Et il faut connaître les deux. Je dirais qu'effectivement, cette réflexion de Jung dit quelque chose qui est en mode implicite supplémentaire, c'est qu'on passe d'une conscience monopolaire à une conscience qui automatiquement n'est pas bipolaire, elle est ternaire, puisqu'on a une double inhibition. Donc on a 2 autres facteurs qui viennent moduler les perceptions, qui sont d'un côté de type conscient classique, analytique, et de l'autre de type consciente, subconsciente. Donc on se retrouve avec quelque chose de ternaire. Donc pour ceux qui aiment bien ce genre de problème philosophique, ça marche bien. Ici, merci. Bonjour, merci beaucoup par votre intervention, j'étais vraiment plutôt bluffé. J'avais plutôt une question qui s'adressait à Madame Sombrin concernant du coup l'utilisation des boucles auditives comme induction à la transe. Donc j'imagine que c'est quelque chose que vous avez développé sur des années et des années. Et ma question était, est-ce que c'est une répétition de fréquences différentes? On l'a vu du coup dans vos études, en lien avec l'activation des différentes parties du cerveau cérébral. Et surtout, est-ce qu'il y a une durée du coup? Est-ce que vous mettez cette boucle-là, je sais pas, je prends un exemple, pendant 10 minutes, 20 minutes, de manière à faire rentrer la personne en transe et vous stoppez entre guillemets? Ou est-ce que c'est vraiment en fonction de la personne, vous laissez, alors je sais pas si ma question est claire du coup, mais est-ce qu'il y a une sorte de protocole ou est-ce que c'est vraiment en fonction de la personne et du patient que vous avez en face de vous? Au départ, on a mis en place une seule boucle qu'on a testée. Et puis maintenant, il y en a plusieurs. Parce qu'on a fait des niveaux dans les boucles, parce que l'idée, c'est de ne pas provoquer une transe violente chez la personne, surtout quand on a commencé des formations avec les artistes. Donc on a mis les niveaux. La boucle les boucles durent en moyenne 30 minutes. La façon dont elles sont composées, je ne peux pas vous l'expliquer. Mais on s'est rendu compte qu'il y a une réaction des gens en moyenne entre 7 à 8 minutes de cette boucle. Voilà. Certaines ne réagissent pas du tout. La majorité réagit. Il y a des résistants.
Voilà. Et donc c'est un travail en évolution, puisque à ça maintenant, parce qu'il y a des gens qui sont plus sensibles aussi à la stimulation visuelle. Donc on est en train de travailler avec des laboratoires de mettre en place de VR pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça aussi, pour en faire des objets thérapeutiques. Après, des objets que les thérapeutes pourront utiliser dans des applications thérapeutiques. Oui, bonjour. Par ici. Dans la continuité de la question de mon collègue, on est beaucoup de curieux ici, j'imagine, et dans quelle mesure ou sur quelle temporalité il y a des expérimentations plus larges de ces boucles musicales ou de ces expériences qui peuvent être prévues. Et la deuxième chose, c'était vous nous aviez parlé d'une vidéo dont il fallait qu'on vous rappelle l'existence, et je me permets de la rappeler. Voilà. Vous parliez des esprits justement. Voilà, là on voit vraiment que c'est bon. Alors, pour l'instant, on a fait quelques formations. On commence à former des médecins. On a formé justement un médecin en soins palliatifs à l'hôpital de Vannes, à la Trans. On est en train de les former. Mais il y a une différence entre on permet aux gens de redécouvrir cet outil. Il est en nous, de toute façon. Donc on les reconnecte à un potentiel qui est déjà en nous. Donc ça prend 4 jours à peu près. Mais quand on veut former un thérapeute à utiliser la transe et à pouvoir mettre un patient en transe grâce aux outils qu'on a développés, ça il va falloir 4 ans de formation à peu près, hein, ça va prendre du temps. C'est-à-dire que le thérapeute devra maîtriser suffisamment la transe pour pouvoir ramener un psychotique si la transe déclenche une crise de laquelle il peut pas revenir, quoi. Donc là, il faut être très très prudent avec ça. Donc on va mettre, c'est pour ça que l'Institut de recherche est en place, et pour mettre en place des formations pour des thérapeutes. Déjà, on voit est-ce que ça a un intérêt ou pas de développer ça. Ça, c'est prometteur, mais on n'a encore rien démontré au niveau thérapeutique. Et après, former des médecins, psychiatres, psychologues assez techniques, mais ça va prendre du temps. Voilà. Pour mettre les patients en sécurité, ça va prendre du temps. Alors, 2-3 dernières questions. Il est bientôt 12h30. Le film. Moi, je voulais vous... En fait, dernière question dans ces cas-là, pour le film, on ne pourra pas faire les deux. Les vidéos. C'est eux qui ont décidé. Alors, oui. Oui. Mais voilà, donc c'est un laboratoire. Donc, et puis comme toutes les expériences sont filmées, forcément il y a un jour où il y a une entité qui arrive et il faut absolument dealer avec ça. Et ce que fait le chaman aussi en général, c'est je chasse, je chasse pas, je transforme, c'est pas pareil. Hein, pensez bien à ça. Donc toute agression en fait qu'on vit dans ces états-là n'est pas une bataille stupide. Je veux pas tuer l'autre si je le respecte et je fais en sorte que cette chose qui arrive soit transformée par ce qu'induit la transe. Vous allez voir, c'est un dessin animé. Hein. On voit les choses. Enfin, et je sais pas revenir là-dessus. Voilà. Oui, c'est dans le même PowerPoint. Là, c'est là. Voilà, je vais descendre. Voilà, elle est là. On met en plein écran. Voilà. Et je fais comment pas. C'est parti. Non, c'est bon. Je sais pas. Non, c'est celui d'après, Bon, ça va prendre plein de temps. C'est bon là. Elle ne veut pas venir. Elle va être à l'endroit après, c'est parce qu'on est des gros nuls. Bon, c'est un peu la même chose que vous avez vu. Je vais. Il y a un moyen d'aller un peu plus loin dans la vidéo? Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Non, d'accord. Bon, du coup, ça va durer 20 minutes, c'est pas grave. Donc tout se passe bien, je fais la transe devant cette eau, et puis ça va se gâter. Alors, vous allez voir là. Voilà.
de Qigong, de Tai Chi, qui se font naturellement. On sait qu'on réalise qu'on sait faire et que ce sont des mouvements absolument naturels de relation à son environnement. Ça a commencé. Alors là, c'est le loup qui arrive dans ces cas-là. Je sens que chaque animal est cohérent avec la situation qui est. Toujours le respect, vous voyez, toujours. On le salue. On dirait qu'elle va partir. Hein. Il y a toujours des chants pour apaiser à la fin, toujours. C'est cohérent. Ça c'est jamais mis. Ça se termine. Mais c'est pas fini. Donc après les parties vraiment... Voilà.